Bonjour à tous, nous sommes avec Tapa Conté aujourd'hui pour une petite discussion par rapport à l'état des lieux de l'accord que le collectif Main Propre, dont Tapa est le porte-parole, a signé avec le consulat général du Mali à Paris, représenté par le consul intérimaire en la personne de Tidiane Diallo. Bonsoir Tapa, Bonsoir. comment ça va? Ça va, ça va. Depuis comment dire ça, le discours commun, la déclaration commune avec le consul intérimaire, on ne s'était pas revu. Absolument. On t'a laissé te reposer, mais il ne faut pas croire que c'est fini entre nous. En tout Merci. cas, on a suivi de très près ce qui s'est passé au consulat et on a vu tout le boulot que vous avez fait. Je ne sais pas si on doit vous féliciter ou pas. En tout cas, vous avez fait un boulot colossal. Nous, à travers notre travail d'homme de médias, on s'en est rendu compte, ça a été très très suivi. Dans le monde entier, hein, partout où il y a des Maliens aujourd'hui, ils reconnaissent Tapa, ils reconnaissent le collectif Main Propre. J'ai eu la possibilité d'aller à Madrid et à Lisbonne rencontrer des Maliens là-bas. Ils m'ont parlé du collectif Main Propre. Donc je pense que ce n'est plus possible de faire marche arrière parce que quelque part dans le monde entier, il y a des Maliens qui ont reconnu en vous un motif de croix, un motif de, enfin, un outil pour réclamer ses droits et les avoir. Comment toi tu te sens aujourd'hui après avoir passé une dizaine de jours de siège au consulat du Mali sous les projecteurs des Maliens, peu importe où ils se trouvent? Bon, bonsoir. Déjà, je Bonsoir. commence par vous remercier parce que ce travail, si nous avons pu le faire aussi bien, c'est grâce à vous aussi. RP Media, vous avez fait un travail colossal, un travail, si je peux me permettre, de militantisme. Et un travail militant d'ailleurs. Donc, je vous remercie. Moi, j'avoue, bon, ça fait un moment, mais je ne me suis pas, je me suis pas tout à fait reposé, mais je ne m'en plains pas. Parce que en rentrant dans ce combat-là, je savais à quoi m'en tenir. Je savais que ça n'allait pas être simple et que ça allait prendre du temps. Par conséquent, on s'attendait à ce Mais que ça soit dur. quelle est la leçon que tu as retenue de tout ça? Je sais que tu as fait beaucoup de luttes avant, mais celle-ci, elle est vraiment aboutie, elle est reconnue. Quelle leçon tu en tires, quel enseignement? La leçon que j'ai retenue, c'est que en toutes circonstances et en tout état de cause, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Quand on croit à un combat, quels qu'en soient les risques qui vont avec, si le combat te paraît juste, il faut s'engager. Et donc, moi, je vais rien te cacher, hein, depuis cette affaire-là, la boîte de messagerie de RP Media explose. Des gens pensent que je fais partie du collectif, que voilà, nous faisons tous partie du collectif. On m'envoie des messages, on me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et donc, déjà, toi, à ton niveau, je suppose que c'est 10 fois plus. Quelles sont les questions les plus récurrentes? Bon, les questions les plus récurrentes, c'est surtout par rapport au consulat, hein. Comment ça se passe, est-ce que les choses ont changé depuis. Bon, pour ceux qui s'y rendent, il y en a qui constatent des légères améliorations, d'autres disent non, les choses sont toujours à l'état. Les questions ils viennent. J'avoue qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis plus chargé que la permanence du consulat. Tous les jours. Quelle est l'analyse que vous faites, enfin, le résultat qui a été obtenu par rapport à la mission d'enrôlement au RAVEC qui était venue ici jusqu'au 18 janvier? Le résultat, c'est que c'est en dessous de nos attentes. C'est en dessous de nos attentes. Le chiffre qui nous a été donné au départ, à savoir 500 enrôlements par jour pour les 5 équipes. Donc, non, 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 ça n'a pas du tout été ça. Les cinq équipes n'ont jamais pu déjà fonctionner tous ensemble. Parfois, ça alternait entre 3 et 4 équipes. Et du coup, bon, l'endroit où ils étaient, dans un premier temps, il y a eu quand même un cafouillage par rapport au maintien de l'ordre. Et quand on a été Dû à l'affluence? dû à l'affluence et surtout que les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour maintenir l'ordre. Et nous, on nous a fait, les usagers nous ont appelés pour nous dire voilà, ça ne va pas, c'est le bordel, excusez-moi du terme. Voilà, on était obligé de contacter les uns et les autres en urgence, en fonction des disponibilités des uns et des autres, pour aller faire le maintien d'ordre. Pendant la première semaine, il n'y avait que les membres du collectif qui avaient fait ce travail-là. D'aucuns en ont vu une manière d'emploi en disant qu'on est peut-être payé pour ça aussi. Bah, si ça Bon, peut servir à quelque c'était de chose. façon vraiment bénévole. Il y avait ça et du coup, tout et n'importe quoi est parti à Belport. Hein, et ce qui a fait que l'enroulement en tant que tel a été vraiment, vraiment, vraiment en dessous de nos attentes.
C'est pourquoi on avait insisté, déjà dans les négociations, on avait insisté pour qu'on puisse prolonger les 20 jours. Et jusqu'à la fin, nous avons maintenu cette demande, mais malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. On nous a dit qu'il y avait des impératifs qui faisaient que leur visa était arrivé à expiration, il fallait que les équipes retournent à Bamako. Bon, ça peut paraître étonnant, mais c'est une explication qui peut s'entendre compte tenu des antécédents du passé par rapport à nos fonctionnaires qui se volatilisent. Donc voilà, nous osons espérer que l'opération va se renouveler très prochainement. En tout cas, et qu'en est-il de la mise en application des 17 points de l'accord signé les 17 points, le 3 les janvier 17 points de l'accord signé à l'État, je dis que ça prend du temps. Ça prend du temps. Nous commençons à nous impatienter par rapport à ces 17 points-là. Bon, il y a des mesures par rapport à l'identification des agents avec le badge. Et même là encore, d'après nos enquêtes, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Donc ça prend du temps. La commission de suivi s'est réunie une fois. Et, bon, c'était concernant la prolongation des passeports et la mise en place, la structuration de la commission. Nous sommes déjà inquiétés par rapport à cela. Dans son application à ce jour, il va falloir qu'on attende la commission parce que la première réunion de la commission, c'était ils sont en cours, c'est pas encore finalisé, demain ça va rentrer en vigueur. À ce jour-là, je ne peux dire qu'aucun point ne nous a vraiment satisfait pour sur dire 17 points. Sur les 17 points à ce jour. L'accord a été signé le 3 janvier, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, donc plus d'un mois après. Voilà, près d'un mois, oui. Près d'un mois. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la prolongation des passeports, ça c'est l'un des points les plus importants parce qu'aujourd'hui les Maliens deviennent sans papier, des gens qui ont des situations, qui travaillent, qui payent un loyer, qui s'occupent de leurs enfants, ils perdent leur passeport et ils deviennent des sans-papiers, donc expulsables. Et donc où en est cette histoire de prolongation de 1 an de la validité des passeports? Figurez-vous qu'à ce jour, cette prolongation n'est pas encore mise en œuvre. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que ça devait rentrer en œuvre le 23, le lundi dernier. Le dimanche, le gérant intérimaire, le consul intérimaire m'a appelé pour me dire que pour des raisons techniques, il faut attendre lundi prochain. Qu'est-ce qu'il dit par technique? Voilà, il a un problème d'interlocuteur parce qu'on lui propose le même circuit que les passeports normaux au niveau de Bamako. Lui, il estime que c'est trop long. Il faut raccourcir ça, il faut réduire le nombre d'interlocuteurs. Il souhaiterait avoir un seul interlocuteur, entre autres. Et voilà ce qui m'explique. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un petit blocage. Mais d'attendre le lundi prochain, je me suis vraiment énervé, on ne s'est pas compris là-dessus. Nous avons communiqué là-dessus pour dire qu'il est inacceptable. Je pense qu'il est temps qu'ils comprennent parce qu'il y a aussi des choses qui émanent aussi des autorités à Bamako. Parce qu'à un moment donné, nous sommes tous des humains. Et bon, le consul a été relevé, le vice-consul a été relevé, le gérant intérimaire, on l'a mis là puisqu'il avait négocié les accords avec nous pour engager les choses. Tout de suite, on nomme son successeur. Alors, soit c'est lui qu'on vient de nommer, il vient tout de suite, il prend les choses en main, ou alors, bon, on ne laisse pas des gens qu'on a relevés mettre les accords en œuvre. Ça peut prendre du temps. Je ne dis pas que tout le monde fait preuve de mauvaise foi, mais tout ça, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les accords soient mis en œuvre. Et ça, vraiment, à ce jour-là, c'est vraiment, vraiment en dessous de nos attentes. Et nous sommes... récemment, on a vraiment haussé le ton et je suis sûr que ça va continuer. Est-ce que vous avez les sentiments que... Parce que ce qui s'est passé au consulat fin décembre, début janvier, c'était du jamais vu ici dans notre communauté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont compris, ils ont saisi la portée des événements, que ça pourrait être une bombe qui pourrait exploser à la figure de tout le monde? Est-ce que vous avez le sentiment que, en tant que collectif main propre, les décideurs... Nos interlocuteurs directs, oui. Maintenant, à Bamako, je n'en suis pas sûr parce que sinon, la mesure de prolongation des passeports, ça aurait été du passé déjà. Bon, les équipes de RAVEC qui sont venues, c'est vrai, ils ont fait un certain nombre de travail par rapport à la demande automatique des fiches NINA qui ont permis aux gens quand même de déposer leur passeport. Et bon, on nous avait donné comme délai maximum pour envoyer toutes les fiches NINA qui sont à Bamako et les passeports en souffrance d'ici la fin du mois de janvier.
Alors, on a des rumeurs comme quoi on essaye, pour contourner la mise en œuvre de la prolongation des passeports, on essaye d'attendre d'abord que ces passeports et ces fiches soient livrés, en pensant que ça va désengorger les choses. Je suis sûr que c'est une erreur. Et cette mesure, plus tôt on la mettra en œuvre, mieux ce sera pour nous tous. Parce que nous, on n'acceptera plus une autre prolongation. Il faut que ça soit mis en œuvre là-dessus. Est-ce que quelque chose a changé pour les Maliens qui vivent en province? Parce que justement, c'est eux qui envoient beaucoup de messages, ils demandent beaucoup de choses. Où est-ce que je peux aller m'enrôler? Où est-ce qu'on fait les dépôts de passeport, etc. Est-ce que quelque chose a changé pour eux? Oui, à ce niveau-là, on a mis en place une planification. Pour l'instant, on laisse le soin au consulat de communiquer aux intéressés des différentes dates. Il va y avoir une opération de sillonnage des provinces dans certaines localités pour enrôler les gens avec les équipes locales. Les équipes Est-ce que vous avez les dates? Alors, pour Angers, déjà les dates sont connues. Ce sera, je crois, je vais peut-être leur brûler la vedette, mais c'est Moi, je la connais. le 28, 29, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà, je pense que les équipes vont se déplacer pour Angers et après... Et vous allez suivre cette campagne-là? Oui, oui. Bon, peut-être qu'on ne se rendra pas sur place, mais on a des amis. Il y a les membres de Fasodeo qui sont avec le camarade Tamega et ses amis qui sont là-bas. Nous avons des relais. Je pense que quand ça va arriver, peut-être à Marseille ou dans ces zones-là, on a encore les membres du groupe Méritocratie et autres qui sont là-bas. Il y a des gens avec lesquels nous sommes en lien qui seront chargés de suivre ces opérations-là. Mais justement, ça m'amène à poser la question sur la viabilité du collectif Mes Propres, parce que aujourd'hui, si le collectif veut être un organe de suivi, un organe de pression pour que les Maliens aient tout simplement leurs droits, il va falloir se déplacer à un moment donné. Il va falloir dépenser. Et qui va prendre en charge les frais de fonctionnement du collectif Mes Propres dans le suivi de l'application des droits des Maliens? Bon, puisqu'on a dit que c'est le collectif Main Propre, c'est la transparence, on ne cache rien du tout. À ce jour, les seules ressources que nous avons, au-delà de nos fonds propres, c'est que quand il y a eu l'opération d'occupation du consulat, de façon spontanée, les gens sont venus donner de l'argent, des nourritures, autre chose. En termes de ressources financières, nous en avons à peu près 1200 1300 à ce jour-là, qui nous permet pour l'instant de rentrer dans nos fonds. Mais je pense que d'assurer les dépenses surtout. Mais sur le long terme, il va falloir être beaucoup plus imaginatif. Mais est-ce que vous avez pensé par exemple à demander aux Maliens pour une fois, je dis, pour quelque chose qu'ils ont jugé utile, de mettre la main à la poche, de sorte à ce que ça reste indépendant et que cette chose-là puisse fonctionner et apporter satisfaction aux Maliens? Est-ce que vous y pensez? Très honnêtement, la question s'est posée à un moment donné quand on était au consulat. Mais nous avons tranché la question parce que, bon, nous vivons dans un pays où il faut c'est la période post-occupation. J'ai dit déjà, pendant l'occupation, la question a été tranchée déjà, pendant l'occupation. Et ça concerne post, peut-être que ça va changer. Mais nous nous sommes méfiés très souvent de demander de l'argent aux gens. Nous sommes dans un combat, les gens savent que ce combat demande des fonds, des moyens. Et je pense qu'en ce moment, on avait laissé libre choix à chacun, mais je pense que dans l'avenir, on va essayer de restructurer le collectif de telle sorte que les membres soient connus et que quand il y a les dépenses à faire, et que voilà, s'il y a nécessité, pour l'instant, on laisse libre choix à chacun. À titre personnel, je sais que j'étais témoin, tu as démissionné du RPM, le parti au pouvoir. En général, on démissionne de l'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Et donc, pour une énième fois, qu'est-ce qui a motivé cette démission? Ce qui a motivé ma démission, je l'ai dit la dernière fois et je le redis aujourd'hui, c'est que c'est un sujet sur lequel je pense qu'il n'y a pas lieu de faire une politique politicienne. Et la vocation première de la politique, c'est de rendre service aux citoyens, de satisfaire leurs besoins. Je pense que cette question est éminemment humaine et sur ce point-là, quand il s'agit de s'engager, il n'y a pas de politique partisane. Tant les gens de l'opposition que de la majorité sont concernés par le problème du consulat, sont concernés par le problème de l'immigration. Et je pense que quand il faut agir, il faut agir. D'autant plus que puisque j'étais de la majorité pendant la campagne, en 2013, nous sommes rentrés dans des foyers. J'étais parmi l'un des rares soninké dans l'équipe de campagne d'Ibeka à l'époque.
Et ce qui a fait qu'après son élection, quand les gens se sentent vraiment mal au consulat, et puisqu'on les avait promis qu'au consulat, les choses vont changer quand le président va venir, les gens faisaient automatiquement appel à moi. Et à un moment donné, j'ai dit ça suffit, il faut agir. Maintenant, j'avais pensé que mes camarades comprendront ce combat-là parce qu'au sein du parti, on a eu à écrire à Bamako, à interpeller les responsables, ça n'a rien changé. Mais puisqu'ils n'ont pas compris cela, je pense que c'est moi qui m'étais trompé d'équipe. Est-ce qu'un retour est possible? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans ce combat-là, je ne pense pas, c'est pas très clair. Non, je ne pense pas parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que après, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai commencé par démissionner de l'URD avant de rejoindre le RPM. Après avoir démissionné à la base de l'ADEMA, parce que j'ai commencé mon militantisme. En fait, vous êtes comme les politiciens maliens. Non, pas tout le monde est né à l'ADEMA. Pas tout à fait. Après 1992, tout le monde est né à l'ADEMA et ensuite on s'est retrouvé au RPM. Oui, voilà, on s'est retrouvé au RPM. Non, j'ai compris à un moment donné que je ne suis pas fait pour la discipline partisane. Parce que j'aime bien avoir ma liberté d'action. Je te connais depuis 2013 par là. Et je sais que tu es engagé associativement, politiquement. Tu ne peux pas ne pas faire de la politique. Est-ce que tu as déjà pensé à une carrière? Parce qu'on ne sort pas d'un mouvement comme ça, un mouvement aussi médiatisé où aujourd'hui le nom t'as pas compté signifie quelque chose partout où il y a des Maliens. Le nom t'as pas compté signifie partout. Et qu'est-ce que... Très honnêtement, je me projette surtout dans le militantisme social. C'est-à-dire que je pense que le Mali a vraiment besoin d'une société civile indépendante et honnête aujourd'hui. C'est là-dessus que je compte m'engager désormais. Les combats partisans, je le mettrai de côté. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le collectif a accepté de lever le siège du consulat parce que vous avez reçu de l'argent. J'ai entendu parler de 15 000 euros. 15 000 euros, c'est 10 millions de francs CFA. Alors, je l'ai entendu aussi, la rumeur, mais je prononce ici devant le monde que la rumeur, elle est fausse. Nous n'avons jamais été payés. Personne ne nous a jamais proposé de l'argent par rapport à lever le siège. Alors, puisqu'on est sur RP Média qui ne cache rien du tout et nous, on s'est dit main propre, moi, je lance un défi. Je l'ai déjà écrit ailleurs, je lance un défi sur votre plateau. Si quelqu'un a les preuves qu'on a été acheté, bien qu'il vienne me défier sur votre plateau et qu'il amène ses preuves. Si les preuves s'avèrent fondées, je le remercie. Et en tout cas, si 15 000 euros, enfin, c'est pas beaucoup pour le nombre de gens qui sont membres. On est dans l'équipe 23. Si on fait le calcul, ça fait chacun 200 euros. 200 euros. Si on devait vendre ce mouvement-là pour 200 euros chacun, ça fait quand même un peu des miettes, quoi. Donc, et comment se passe aujourd'hui la cohésion au sein de l'équipe? Parce qu'on sait très bien que face à la caméra, devant le feu des projecteurs, c'est très compliqué. Il y a des questions d'ego, il y a des questions de positionnement et même des possibilités de récupération de certains éléments dans l'équipe. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander comment va la cohésion au sein du collectif Main Propre? Sans langue de bois, ça va bien. Ça va bien, c'est une structure horizontale. Comme toute structure horizontale, ça a ses forces et ses faiblesses. Donc, l'avantage de cela, c'est le débat. Et dans un débat, il y a de confrontation. Et quand on n'est pas d'accord, on se le dit, les yeux dans les yeux. Mais tout en ayant derrière la tête l'idée que nous sommes en train de mener un combat juste et que ça vaut la peine qu'on puisse s'entendre à un moment donné et qu'on revienne à la raison. Chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir les choses. Mais le seul objectif, c'est faire aboutir ce combat-là. Et on sait que le ministre Mohamed Ali Bakili, qui était venu là, qui n'avait pas présenté d'ordre de mission, ensuite il l'a présenté à Saint-Denis, là où vous n'étiez pas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, il s'est présenté à Bamako comme étant celui qui a pu arracher l'accord avec le collectif Main Propre, qui a engendré les 17 points de l'accord. Est-ce que vous confirmez les dires de Bakili? Je veux vous faire une confession. C'est que dans cette histoire, si j'ai eu une grosse déception, c'est Bathily. Très honnêtement, je le considérais comme l'un des meilleurs ministres d'Ibeka. Je ne pensais pas qu'il se comporterait comme ça. Moi, le jour même de son assemblée, j'ai envoyé quelqu'un aller chercher l'ordre de mission jusqu'à chez son frère. La personne est venue dans la salle. Il est venu trouver que je suis parti traiter un document dans le cybercafé. Et comme on lui a dit de me remettre à main propre,
et Yafa, Mamadou Yafa. Il a dit Tapa, il est où? Les gens lui ont dit, ah, il est sorti, peut-être qu'il est parti à Saint-Denis. Il est retourné à Saint-Denis avec l'ordre de mission. Quand il est parti, il a vu le petit frère de Bachili. Il dit, est-ce que tu as remis l'ordre de mission à Tapa? Il dit, non, on m'a dit que Tapa est venu ici. Donc, donne-moi, quand je le verrai, je lui donnerai l'ordre de mission. Et c'est comme ça, quand j'ai vu Bachili brandir ça pour dire qu'on a refusé. Bon, quant à ce qui s'est passé à Bamako en allant se faire passer pour le euro là-bas, écoutez, je ne l'en veux pas parce que l'ambition nous fait faire des choses parfois qui sont contraires à notre vocation. Mais ceux à qui j'en veux vraiment, ce sont les journalistes qui ont pu mettre ces choses-là à la une de leurs journaux sans vraiment vérifier les sources. Ça vraiment, quand on dit que les médias sont vraiment le quatrième pied du pouvoir de la démocratie, ça demande le minimum d'investigation. Quand on met des titres comme ça à la une de son journal, il faut quand même entendre toutes les parties. Bachili, je le dis, je le maintiens, Bachili n'y est pour rien dans le règlement du problème. Rien du tout. Il est venu au contraire jouer, comme je l'ai dit, aux pompiers pyromanes, et en croyant qu'il allait pouvoir monter une partie de la communauté contre les voyous qui occupent le consulat. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens, des vieux de 60 ans, 65 ans qui ont quitté son assemblée pour venir nous dire, le jeune, on est parti écouter Bachili, mais il n'a rien dit de plus qui peut nous mettre contre vous. On est avec vous. Et ça nous a vraiment réconforté. Oui, on a eu l'occasion de voir les griots, les griottes, Taïsako, etc. Venir témoigner. Est-ce que tu as un dernier message à passer à la communauté malienne? Le dernier message que j'ai à passer à la communauté malienne, c'est que ces rumeurs de corruption et autre chose, vous savez, on est dans un pays, comme je disais tout à l'heure, où plus personne ne fait confiance à plus personne. De la république du laxisme, nous sommes venus à la république de la suspicion. Parfois à juste titre d'ailleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, dans la vie, on est obligé de faire confiance. Même si cette confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, pour finir, je dirais que quand il y a des combats justes, il faut qu'on s'engage. Les Maliens aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, notre combat a été populaire. Pourquoi? Parce que depuis 2012, nous avons besoin d'un sentiment de fierté. Les gens on a envie d'avoir un mouvement d'estime de soi. Les Maliens ont besoin de ça aujourd'hui. Faute de cela, c'est pour ça quand tu vois une contestation, ils essayent, bon, ils trouvent quelqu'un qui, voilà, à défaut de pouvoir le faire même, ils trouvent quelqu'un qui est capable de le faire. Et ça rend le mouvement populaire. Je pense que nos responsables doivent en tenir compte. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, puisque les autres le font, moi aussi je peux le faire. Et si on ne change pas d'état d'esprit... Ça a commencé à Madrid et voilà. C'est possible qu'il y ait si on ne change pas, ben je vous le dis, ce problème de consulat et autre chose, c'est tous les Maliens qui sont concernés, tous les Maliens de l'extérieur, pas seulement de l'Europe. Les États-Unis, c'est pareil. L'Afrique centrale n'en parle même pas. Les Gabon, la Guinée équatoriale, les trucs, tous ces endroits-là, c'est catastrophique. Figurez-vous que pendant l'occupation, il y a un footballeur d'ailleurs en action, un ancien camarade de foot à moi, qui m'a appelé des pays arabes là pour me dire que on est dans le même problème ici. Moi, je suis footballeur professionnel, mais je n'ose pas avoir affaire au consulat du Mali. C'est pour vous dire que dans quel état d'esprit les gens se trouvent. Je pense que c'est une occasion vraiment ultime pour nos administrations, nos autorités, pour se dire vraiment, on ne peut plus continuer comme avant. Il faut changer les choses. Parce que quand on regarde au consulat, il y a des agents consulaires aujourd'hui qui disent, vous inquiétez pas, circulez. Il y en a même qui ont nié qu'il n'y a pas eu d'accord. Circuler, rien ne va changer. Ah ouais. Rien ne va changer, mais on dit on y va, on va voir si ça va changer ou pas. Voilà. Et je demande aux Maliens, et comme on disait Stéphane Essel, comment il disait, j'ai le mot, mais indignez-vous. C'est-à-dire quand vous trouvez qu'une situation n'est pas normale, indignez-vous. Dans l'indignation, on est capable de proposer une solution alternative. C'est le mot de la fin. Merci Tapa d'être venu à cette discussion. Merci. Et à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.